Comment sont organisées les galaxies dans notre univers? Sont-elles structurées et ordonnées ou sont-elles réparties aléatoirement? Quelles lois permettent l'organisation des galaxies? Ces questions, de nombreux scientifiques, astronomes et astrophysiciens ont tenté d'y répondre. En 2023, nous disposons d'encore plus de moyens techniques pour étudier l'univers, et tous ces mystères ne nous semblent plus aussi inatteignables qu'avant. On sait aujourd'hui que l'univers est composé de milliards d'étoiles, de planètes, de comètes, d'astéroïdes, et que tous ces objets célestes sont bel et bien structurés. D'abord, les étoiles s'organisent en galaxies. L'univers, dit observable, compterait plus de 2000 milliards de galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles et s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Les galaxies elles-mêmes s'organisent ensuite en amas de galaxies. Ce sont en fait des galaxies liées entre elles par leur force de gravitation. Les amas de galaxies s'étendent sur 1 à 3 dizaines de millions d'années-lumière, et il y en aurait environ 25 milliards dans tout l'univers. Les amas de galaxies s'organisent ensuite en superamas, des structures de quelques dizaines à plusieurs centaines de millions d'années-lumière qui comptent au minimum une dizaine d'amas de galaxies. Il y en aurait 10 millions rien que dans l'univers visible. Entre les superamas, il y a des zones de vide. En fait, l'univers serait à 90% constitué de vide. Impressionnant, non? On dit que l'univers est lacunaire. Mais tu vas pouvoir voir tout cela de plus près au cours de notre voyage dans le superamas de la Vierge. Le superamas de la Vierge, aussi appelé superamas local, est le superamas de galaxies qui comprend l'amas de la Vierge, où se trouve le groupe local, où se trouve notre galaxie, la Voie lactée. Ce superamas est gigantesque. Il s'étend sur environ 200 millions d'années-lumière. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons découvrir ce qu'est exactement un superamas et voir à quoi ressemble le superamas de la Vierge, où se situe notre galaxie. Nous allons ensuite faire le tour des galaxies les plus notables du superamas de la Vierge. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et accroche ta ceinture. Décollage immédiat. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un superamas exactement? On sait que les galaxies ont tendance à se regrouper en groupes de quelques dizaines de galaxies ou en amas de milliers de galaxies. Ces groupes et amas de galaxies vont eux-mêmes se regrouper pour former des superamas. Les superamas sont des ensembles gigantesques dont la taille peut aller jusqu'à des centaines de millions d'années-lumière. Chaque superamas contient plusieurs dizaines de groupes et d'amas de galaxies. Dans le superamas de la Vierge se trouve ainsi le groupe local, le groupe de galaxies où se trouve notre Voie lactée, mais aussi des amas de galaxies comme l'amas de la Vierge et l'amas du Fourneau. Le superamas de la Vierge est le superamas le plus connu, car c'est celui dans lequel on se trouve, mais ce n'est pas le seul. Le plus proche superamas est le superamas de l'Hydre Centaure, qui regroupe deux superamas, le superamas du Centaure et le superamas de l'Hydre, séparés de 150 à 200 millions d'années-lumière. Le superamas de Chapelet est un autre superamas connu, qui se trouve à 650 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure. Les superamas sont intéressants pour les astronomes, car c'est à leur échelle que l'on peut se rendre compte de l'expansion de l'univers.
L'expansion de l'univers, c'est le phénomène selon lequel les objets qui composent l'univers à grande échelle s'éloignent les uns des autres. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le penser, du mouvement des galaxies qui s'éloignent les unes des autres, mais d'une dilatation de l'espace. L'expansion de l'univers est la solution qui a été trouvée par le physicien et mathématicien russe Alexander Friedmann pour expliquer que l'univers ne soit pas encore effondré sous l'effet de la gravitation. Lorsque l'on observe des objets célestes à grande échelle, comme les superamas de galaxies, cette expansion se traduit par une augmentation de la longueur d'onde de la lumière émise par les galaxies. C'est ce que l'on appelle le décalage vers le rouge. Par opposition, le décalage vers le bleu est la diminution de la longueur d'onde de la lumière émise par les galaxies. Le décalage vers le rouge traduit un éloignement apparent des objets célestes, tandis que le décalage vers le bleu traduit un rapprochement. L'expansion de l'univers ne se voit pas à l'échelle des groupes ou amas de galaxies. Dans les groupes et les amas de galaxies, celles-ci sont liées par la gravité avec une force gravitationnelle assez puissante pour résister à l'expansion de l'univers. Mais dans le cas des superamas, la force gravitationnelle n'est pas suffisamment puissante et l'expansion de l'univers se fait sentir. Les amas de galaxies s'éloignent les uns des autres, certes très lentement, mais cela suffit à faire augmenter la taille des superamas de galaxies avec le temps. Par exemple, le groupe local se rapproche de l'amas de la Vierge à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Les superamas intéressent les scientifiques, non seulement parce qu'ils permettent d'étudier l'expansion de l'univers, mais aussi parce qu'ils les aident à comprendre l'organisation de la matière dans l'espace. Pour étudier la manière dont se structurent les amas de galaxies, les scientifiques ont mis au point une méthode reposant sur la loi de Hubble-Lemaître. Cette méthode permet de connaître la répartition réelle des amas dans l'univers, sans que les résultats ne soient faussés par des effets de projection. La loi de Hubble-Lemaître a permis de mesurer la distance des objets très lointains. Cette loi énonce que les galaxies de l'univers observable s'éloignent les unes des autres à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance. Cela signifie que plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner vite. Pour mesurer la distance d'objets lointains grâce à la loi de Hubble-Lemaître, les scientifiques font d'abord l'analyse spectrale de la lumière émise par le corps céleste observé. Puis, ils déterminent son décalage vers le rouge, avant d'en déduire la vitesse de récession, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'objet s'éloigne d'un observateur du fait de l'expansion de l'univers. Les scientifiques vont ensuite utiliser cette vitesse de récession pour calculer la distance de l'objet étudié. Même si tout cela paraît simple, ce peut être très compliqué avec les galaxies lointaines qui ne renvoient que très peu de lumière. Il peut être difficile d'obtenir un spectre d'assez bonne qualité pour être exploitable. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ont découvert que la distribution de matière à grande échelle reste peu homogène. Autrement dit, les superamas ne sont pas répartis de manière homogène. Il existe d'énormes vides entre certains superamas qui sont des espaces sans amas de galaxies sur plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Les astronomes en sont arrivés à la conclusion qu'il y a plus de 90% de vide dans l'univers et que les superamas de galaxies sont à la frontière entre ces vides plutôt que l'inverse. En fait, les superamas de galaxies se regroupent en filaments qui forment les contours de ces bulles de vide.
Il apparaît alors que la structure de l'univers est bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. L'origine de cette structure est l'une des questions qui passionnent le plus les astronomes d'aujourd'hui. Et ils comptent bien obtenir des réponses grâce à l'observation des superamas. Pour aller explorer le superamas de la Vierge, nous devons sortir de notre système solaire, puis de notre galaxie, la Voie lactée, puis du groupe local, le groupe de galaxies dans lequel se trouve la Voie lactée. Le groupe local est l'un des groupes de galaxies qui constituent le superamas de la Vierge. Nous sommes donc maintenant au cœur de ce superamas d'environ 200 millions d'années-lumière de diamètre. Le superamas de la Vierge est aussi appelé superamas local. On l'appelle le superamas de la Vierge car il contient l'amas de la Vierge en son centre. L'amas de la Vierge est situé à environ 65 millions d'années-lumière de nous. La découverte du superamas de la Vierge a été progressive. En 1863, William et John Herschel ont publié la première importante collection de nébuleuses, révélant qu'un grand nombre se trouvait dans la région de la constellation de la Vierge. Près d'un siècle plus tard, l'astronome franco-américain de Vaucouleurs a ensuite émis l'hypothèse que cet excès de nébuleuses était en fait une structure de type galaxie, mais à plus grande échelle. Structure qu'il a appelée en 1953 superlocale, puis en 1958 superamas local. Dans les années 60 et 70, la communauté scientifique n'était pas encore unanime sur la nature de cette structure, qui pouvait aussi bien être un alignement aléatoire de galaxies qu'une structure ordonnée. Dans les années 70 à 80, une analyse du décalage vers le rouge a montré qu'il s'agissait bien d'une structure. La masse du superamas local a été estimée à 10 puissance 15 masses solaires. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, le superamas de la Vierge n'est pas une structure gravitationnelle avec une délimitation claire. En effet, les galaxies de ce superamas ne sont pas attirées gravitationnellement vers le centre de cette structure, soit l'amas de la Vierge. En réalité, elles sont attirées vers un étrange objet situé à l'extérieur de cette structure, appelé le grand attracteur. Nous reviendrons dessus à la fin de notre voyage. D'ailleurs, le superamas de la Vierge n'est qu'une portion d'un ensemble plus vaste appelé l'Aniakea. Les superamas apparaissent donc plutôt comme des structures de galaxies attirées vers un grand attracteur et non comme des structures de galaxies gravitationnellement liées. Prenons un instant pour étudier la structure du superamas de la Vierge avant d'aller explorer ces galaxies. En 1982, l'astrophysicien américain Brett Tully a illustré la structure de base du superamas local. Celui-ci serait alors constitué d'un disque et d'un halo. Le disque a à peu près la forme aplatie d'une crêpe et il contient les 2/3 ou environ 60% des galaxies lumineuses du superamas. On y trouve notamment 3 sous-groupes d'amas de galaxies: l'amas de la Vierge, le nuage des chiens de chasse et le nuage de la Vierge 2. Le halo, lui, comprend le tiers des éléments restants, ce qui inclut beaucoup d'objets allongés. C'est un atome d'halogène plus ou moins sphérique. Le superamas local n'est pas pourvu d'un noyau à haute densité. Où est situé le groupe local, et donc notre galaxie, dans cette immense structure? Le groupe local est situé près du bord du superamas, dans un petit filament. Il est attiré par l'amas de la Vierge, donc pas le centre du superamas.
Nous allons maintenant observer les galaxies qui se trouvent dans le superamas local. Les astronomes ont remarqué que les éléments de ce superamas ne sont pas disposés au hasard. La densité de galaxies diminue avec le carré de la distance de son centre, situé près de l'amas de la Vierge. La majorité des galaxies brillantes, c'est-à-dire celles qui ont une magnitude absolue supérieure à -13, sont concentrées dans quelques nuages seulement. Concrètement, seulement 11 nuages concentrent 98% des galaxies brillantes, notamment le nuage des chiens de chasse, l'amas de la Vierge, les groupes de la Vierge 2 et 3 ou le groupe du Lion 2. Au total, ce sont environ 10 000 galaxies qui se trouvent dans le superamas local, réparties dans une centaine d'amas. Nous allons commencer notre voyage au cœur du superamas de la Vierge, en explorant le groupe local, où se trouve notre galaxie. Le groupe local est situé à la périphérie du superamas de la Vierge. Il compte plus de 50 galaxies. Il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre de galaxies dans ce groupe, car certaines sont très peu brillantes et donc difficiles à détecter. Et les limites du groupe local ne sont pas encore précisément définies. On estime qu'il s'étendrait sur environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Il est d'ailleurs considéré, même si cela peut étonner, comme une petite structure. Il pourrait donc y avoir bien plus que 50 galaxies dans le groupe local, peut-être 60 ou 80. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le groupe local s'organise autour de 2 galaxies spirales, la galaxie d'Andromède, ou M31, et la Voie lactée. Autour de chacune de ces 2 galaxies spirales, on trouve des galaxies satellites. Par exemple, la galaxie la plus proche de la Voie lactée est la galaxie du Grand Chien, située tout de même à 25 000 années-lumière de notre galaxie. Une 3e galaxie spirale a été observée dans le groupe local, la galaxie du Triangle, ou M33. Elle est considérée comme une galaxie satellite de la galaxie d'Andromède. Tu peux également observer dans le groupe local 2 galaxies spirales magellaniques, c'est-à-dire des galaxies spirales à un seul bras, le grand nuage de Magellan et NGC 3109. Ces galaxies sont plus petites que des galaxies spirales ordinaires ou barrées. Tu peux également observer une galaxie elliptique, la galaxie M32, également un satellite de la galaxie d'Andromède. Les galaxies elliptiques ne contiennent que des vieilles étoiles. Elles seraient donc, selon les astrophysiciens, le résultat de la collision des 2 galaxies spirales. Le groupe local contient également 2 galaxies elliptiques naines, M110 et NGC 147. Tout le reste des galaxies du groupe local sont soit des galaxies naines sphéroïdales, soit des galaxies irrégulières. Les galaxies naines sphéroïdales sont des galaxies de petite taille de forme plus ou moins sphérique, que l'on retrouve souvent dans les amas de galaxies. Ce sont des galaxies anciennes qui ressemblent beaucoup aux amas globulaires. Quant aux galaxies irrégulières, elles ne sont ni sphériques, ni elliptiques, ni en forme de spirale. Elles sont très lumineuses, car riches en étoiles brillantes, mais souvent trop petites pour être facilement détectées.
Selon les astronomes, elles auraient été nombreuses dans l'univers autrefois, mais les collisions auraient réduit leur nombre. Elles ne constituent ainsi plus que 10% des galaxies dans l'univers observable. Arrêtons-nous un instant sur la galaxie d'Andromède, la plus grande galaxie du groupe local. Avec un diamètre de 220 000 années-lumière, elle est plus grande que la Voie lactée. Elle contiendrait ainsi 2 à 5 fois plus d'étoiles que la Voie lactée, soit environ 1000 milliards d'étoiles. Par conséquent, elle est 25% plus lumineuse que notre galaxie. Mais peut-être que cela ne va pas durer, car le taux de formation stellaire de la Voie lactée est 3 à 5 fois plus élevé que celui de la plus grande galaxie du groupe local. La galaxie d'Andromède est située dans la constellation d'Andromède, à 2,55 millions d'années de nous. Depuis l'hémisphère nord, tu peux l'observer à l'œil nu. Elle serait née de la collision de 2 galaxies, il n'y a pas si longtemps que cela. Les astronomes estiment sa date de formation à moins de 3 milliards d'années, à une époque où la Terre existait déjà. La galaxie d'Andromède et la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre et vont entrer en collision d'ici environ 4,5 milliards d'années. Les 2 galaxies vont alors fusionner pour former une galaxie elliptique géante, de même que leurs 2 trous noirs supermassifs centraux. La galaxie d'Andromède comporte de nombreuses galaxies satellites, notamment la galaxie du Triangle, qui est la 3e plus grande galaxie du groupe local. Elles sont toutes 2 séparées par une distance de 750 000 années-lumière. Cette galaxie est particulière, car on trouve en son centre une région H2, plutôt qu'un trou noir supermassif, qui est la source de rayons X, la plus puissante du groupe local. La Voie lactée, 2e galaxie la plus grande du groupe local, abriterait quant à elle 200 à 400 milliards d'étoiles et plus de 100 milliards de planètes. Le système solaire est situé en périphérie du centre de la galaxie, le trou noir supermassif Sagittarius A étoile, précisément à 27 000 années-lumière. Il est intéressant de constater que le Soleil met à peu près 250 années-lumière pour faire le tour du centre de la galaxie, et qu'il n'a donc fait qu'une vingtaine de tours depuis qu'il existe. Notre galaxie s'est formée il y a plus longtemps que la galaxie d'Andromède. Sa formation est estimée par les astronomes à 800 millions d'années après le Big Bang. La plus vieille étoile de la Voie lactée, HE 1523-0901, se serait formée très peu après le Big Bang, il y a 13,2 milliards d'années. Parmi les satellites de la Voie lactée, on trouve la galaxie naine du Grand Chien, la plus proche de nous, située à seulement 25 000 années-lumière de nous. Cette galaxie naine irrégulière contient seulement 1% des étoiles de la Voie lactée, et elle est en train d'être réduite en miettes par les forces de marée de la Voie lactée. Il est très probable que dans le futur, elle soit complètement désintégrée. Le groupe de galaxies le plus proche du groupe local est le groupe du Sculpteur ou filament du Sculpteur. Ce groupe contient notamment la galaxie irrégulière NGC 55 et les galaxies spirales NGC 247, NGC 253, NGC 300 et NGC 7793. Toutes sont très brillantes, même si tu ne pourras pas les voir à l'œil nu depuis la Terre.
La galaxie irrégulière NGC 55 se trouve à la frontière entre le filament du Sculpteur et le groupe local. C'est donc la plus proche de nous, à une distance d'environ 6 millions d'années-lumière. On y trouve beaucoup d'étoiles en formation. NGC 253 est la galaxie dominante du filament du Sculpteur, car il s'agit de la plus grande et de la plus brillante. Tu as peut-être déjà vu l'image du télescope Vista de Lesso à l'Observatoire Paranal au Chili. Cette image est impressionnante par sa netteté et sa précision. C'est probablement l'image grand champ la plus détaillée qui a été faite du filament du Sculpteur. En effet, Vista peut voir à travers la poussière, grâce à sa vision dans l'infrarouge, ce qui donne une image nette et précise. NGC 253 est aussi appelée la galaxie du dollar en argent ou la pièce d'argent. C'est une galaxie spirale intermédiaire et elle est située dans la constellation australe du Sculpteur, à environ 11 millions d'années-lumière de nous. Elle a été découverte par l'astronome germano-anglaise Caroline Herschel en 1783, alors qu'elle cherchait des comètes. Depuis la Terre, tu peux l'observer avec des jumelles, car c'est l'une des galaxies les plus brillantes du ciel, après la galaxie d'Andromède, notre voisine. On la voit depuis la tranche et on peut distinguer ses bras spiraux et son cœur lumineux. NGC 253 est un bon exemple de galaxie starburst, ou galaxie à sursaut de formation d'étoiles, c'est-à-dire une galaxie qui forme des étoiles à un rythme élevé. Ce processus a probablement été déclenché par de nombreuses explosions de supernovae. D'ailleurs, tu peux voir de nombreux amas brillants éparpillés dans la galaxie. Ce sont en quelque sorte des nurseries d'étoiles. On peut y voir de très jeunes étoiles chaudes qui viennent tout juste de s'allumer, des bébés étoiles en quelque sorte. Sur la fameuse photo de NGC 253, on voit bien que le rayonnement issu de ces étoiles tout juste formées fait briller les nuages d'hydrogène ionisé environnants. NGC 247 fait également partie du groupe du Sculpteur. C'est une galaxie spirale intermédiaire faiblement barrée, située dans la constellation de la Baleine. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784, le frère de Caroline Herschel qui a découvert la galaxie du Sculpteur. Cette galaxie est assez peu connue, car plutôt difficile à observer et à photographier. Il faudrait un gros instrument pour obtenir une image avec assez de contraste pour que l'on puisse distinguer nettement la galaxie. NGC 7793 est également une galaxie spirale du filament du Sculpteur et de la constellation du Sculpteur. C'est l'une des galaxies les plus brillantes du groupe. Des études menées par le télescope spatial Chandra ont montré que cette galaxie contient 22 sources de rayonnement X, la majorité de ces sources étant situées dans l'hémisphère Est. Cela peut s'expliquer par une interaction avec une galaxie proche dans le passé. Avant de partir à la découverte d'un autre groupe de galaxies voisins de notre groupe local dans le superamas de la Vierge, arrêtons-nous un instant sur la galaxie naine du Sculpteur, qui fut la première galaxie naine sphéroïdale à avoir été découverte en orbite autour de la Voie lactée. On a longtemps pensé qu'elle faisait partie du filament du Sculpteur, mais on la considère aujourd'hui plutôt comme une galaxie satellite de la Voie lactée. Elle serait située à environ 280 000 années-lumière de la Terre, mais elle n'a été découverte qu'assez tardivement, car elle est peu lumineuse. Cette galaxie contient des étoiles pauvres en éléments lourds et donc âgées.
C'est donc une galaxie intéressante pour les astronomes, car elle peut révéler des indices précieux sur l'histoire des toutes premières périodes de formation d'étoiles dans les galaxies naines sphéroïdales. Nous allons maintenant explorer le groupe IC 342 Maffei, un autre groupe de galaxies voisin du groupe local. Comme notre groupe de galaxies, il s'organise autour de deux sous-structures constituées par des galaxies massives. IC 342 est la paire formée par les deux galaxies Maffei 1 et Maffei 2. IC 342, aussi appelée Caldwell 5, est une galaxie spirale intermédiaire située à 11,4 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation de la Girafe. C'est la galaxie la plus lumineuse et la plus massive du groupe. Elle a été découverte dans les années 1890. C'est, comme NGC 253, une galaxie à sursaut de formation d'étoiles. Le sous-groupe formé par IC 342 compte 9 galaxies satellites connues, dont NGC 1560, la galaxie de la Girafe A, aussi appelée Camelopardalis A ou CAM-A, et la galaxie de la Girafe B, aussi appelée Camelopardalis B ou CAM-B. Maffei 1 et Maffei 2 sont situées dans la constellation de Cassiopée. Elles ont été découvertes assez tardivement par l'astronome italien Paolo Maffei en 1968. Leur découverte n'a pas été facile, car elles étaient toutes deux cachées derrière le plan de notre galaxie, et donc en partie masquées par la matière interstellaire. Maffei 1 est la galaxie la plus proche de nous, parmi les grandes galaxies elliptiques, tandis que Maffei 2 est une galaxie spirale avec une barre très marquée. La paire Maffei 1 et Maffei 2 a, comme IC 342, 9 galaxies satellites connues, dont Dwingeloo 1 et Dwingeloo 2, une galaxie spirale barrée et son satellite, une petite galaxie irrégulière. Les deux sont situées dans la constellation de Cassiopée et ont été découvertes tardivement, en 1994. En effet, elles sont situées à très basse latitude galactique, dans la zone d'évitement, c'est-à-dire la zone du ciel qui est fortement obscurcie par les poussières de la Voie lactée. Nous nous trouvons maintenant dans la Grande Ourse. Ce que tu observes devant toi, c'est le groupe formé par la paire de galaxies M81-M82 et par NGC 2403. M81 et M82 ont été découvertes en 1774 par l'astronome allemand Johann Elert-Bode. La galaxie spirale M81 est la plus importante du groupe, avec un diamètre d'environ 87 000 années-lumière. Même si on ne peut pas la voir à l'œil nu depuis la Terre, elle reste l'une des galaxies les plus brillantes du ciel que tu pourras observer avec des jumelles. M82, aussi appelée la galaxie du cigare, est aussi une galaxie spirale. Elle est 5 fois plus lumineuse que la Voie lactée, et même 100 fois plus au niveau de son centre. Et pour cause, M82 est une véritable pépinière d'étoiles. On pense qu'il y a quelques millions d'années, elle aurait frôlé M81, ce qui a provoqué une grande vague de formation d'étoiles dans cette galaxie. C'est la galaxie à sursaut de formation d'étoiles la plus proche de la Terre, et elle est donc très étudiée par les astronomes. C'est aussi dans cette galaxie que les astronomes ont découvert en 2014 le pulsar le plus brillant connu à ce jour, la source X ultralumineuse M82X2. M82X2 est situé à 12 millions d'années-lumière de la Terre et émet une énergie équivalente à 10 millions de fois celle du Soleil.
M81 et M82 sont en interaction gravitationnelle étroite avec NGC 3077, ce qui a causé la formation de filaments d'hydrogène atomique entre ces galaxies. NGC 2403 est la deuxième galaxie importante du groupe M81. C'est une galaxie spirale intermédiaire découverte en 1788. 2 fois plus petite que la Voie lactée, elle abrite de nombreuses nébuleuses où se forment des étoiles. Tu peux d'ailleurs nettement voir ses bras spiraux, ainsi que de petites taches qui ressemblent à des amas d'étoiles. Ce fut la première galaxie en dehors de notre groupe local dans laquelle a été découverte une céphéide. Les céphéides sont des étoiles variables géantes ou supergéantes jaunes, 4 à 15 fois plus massives que le Soleil et 100 à 30 000 fois plus lumineuses. 2 supernovas 16 fois plus lumineuses que la moyenne ont aussi été détectées dans cette galaxie fin 2004. À ce moment-là, la luminosité de la galaxie était supérieure à 500 millions de fois celle du Soleil. Le groupe de M101 se situe entre les constellations de la Grande Ourse et des Chiens de chasse. Il est centré sur la galaxie M101, la plus proche des galaxies spirales géantes, et contient au moins 80 galaxies. M101 a un diamètre de plus de 250 000 années-lumière, soit 2 fois plus que la Voie lactée. C'est l'une des 10 plus grandes galaxies du superamas de la Vierge. Elle est aussi appelée galaxie du Moulinet ou NGC 5457. Elle est vue de face. Lorsqu'il l'a découverte, l'astronome Pierre Méchain l'a décrite comme une nébuleuse sans étoiles, très obscure et très grande. Et pourtant, M101 contiendrait 1000 milliards d'étoiles, soit 10 fois plus que la Voie lactée. Dans ce groupe de galaxies, on trouve aussi M51, ou la galaxie du tourbillon. M51 s'est récemment rapproché de la galaxie NGC 5195, ce qui a éparpillé des milliards d'étoiles de NGC 5195 dans l'espace intergalactique et accentué les bras spiraux de M51. NGC 5474 se trouve aussi dans le groupe de M101 et aurait peut-être subi une collision avec cette galaxie dans son histoire récente. C'est une galaxie spirale déformée. Son noyau est aujourd'hui très loin du centre de son disque. NGC 5204 est une petite galaxie spirale magellanique qui émet une source X ultralumineuse très puissante, découverte en 1980 par l'Observatoire Einstein et dont on n'a pas encore identifié l'origine. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un trou noir de masse intermédiaire. Enfin, on trouve aussi dans le groupe la galaxie spirale intermédiaire, NGC 5585, qui a la particularité d'avoir une proportion bien plus élevée de matière noire que les autres galaxies du même type. Nous sommes maintenant dans la constellation du Centaure. Tu peux observer devant toi la galaxie lenticulaire Centaurus A ou NGC 5128. C'est la 5e plus brillante galaxie de notre ciel et l'une des radiogalaxies les plus proches de la Terre. Pour rappel, une radiogalaxie est une galaxie dont la plus grande partie de l'énergie émise provient d'ondes radio, et non des composantes habituelles d'une galaxie, comme les étoiles, les poussières ou le gaz interstellaire. Les astronomes étudient donc avec attention son noyau galactique actif. En ondes radio, Centaurus A s'étend sur 20 fois le diamètre apparent de la Lune. Les observations faites de cette galaxie montrent qu'elle aurait avalé une galaxie spirale il y a environ 500 millions d'années,
ce qui expliquerait ses émissions radio intenses. L'apparence de Centaurus A est tellement étrange qu'il a fallu attendre 1952 pour qu'elle soit classée comme une galaxie. Vue de la Terre, elle ressemble à une galaxie lenticulaire ou elliptique, avec une bande de poussière superposée. Cette morphologie étrange peut là encore s'expliquer par la fusion de deux galaxies plus petites par le passé. Tandis que le bulbe de la galaxie contient principalement de vieilles étoiles rouges, le disque contient plus de 100 régions de formation d'étoiles. La galaxie Centaurus A forme un groupe galactique avec les deux galaxies spirales M83 et NGC 4945. M83 est située dans la constellation de l'Hydre et elle est souvent surnommée galaxie australe du Moulinet du fait de sa ressemblance avec M101. Elle abrite en son cœur une région de sursaut de formation d'étoiles qui est perturbée par un trou noir supermassif qui ingurgite d'énormes quantités de matière, tout en rejetant de la matière et de l'énergie vers l'extérieur. C'est cette galaxie qui a donné son nom au groupe de musique électronique français, M83. Quant à NGC 4945, c'est une galaxie spirale barrée située dans la constellation du Centaure, qui ressemble à la Voie lactée. Il y a cependant quelques différences que les observations réalisées ont pu noter, bien que la galaxie soit vue par la tranche. Son centre est beaucoup plus lumineux que celui de la Voie lactée, et il abriterait un trou noir supermassif qui éjecterait lui aussi de l'énergie dans l'espace, tout en dévorant d'énormes quantités de matière. Elle a un noyau très actif, ce qui veut dire que son bulbe central émet plus d'énergie que des galaxies plus calmes. On la classe donc parmi les galaxies de Seyfert. Nous allons maintenant observer une galaxie spirale de la constellation du Pan, NGC 6744. Elle est accompagnée d'une galaxie compagnon irrégulière, NGC 6744A, qui ressemble superficiellement à l'un des nuages de Magellan. Située à 30 millions d'années-lumière de nous, NGC 6744 est considéré comme le sosie de notre Voie lactée, bien que son diamètre soit 2 fois plus grand que celui de notre galaxie. C'est l'une des galaxies spirales les plus grandes et les plus proches de la Terre. Sa taille apparente dans le ciel équivaut aux 2/3 de la taille de la pleine lune. Comme la Voie lactée, NGC 6744 a un noyau central dense et allongé, un disque de poussière et des bras spiraux. Les astronomes ont identifié au moins 6 galaxies qui appartiendraient au même groupe que NGC 6744. Notre découverte du superamas de la Vierge continue avec la galaxie NGC 7582. Cette galaxie spirale se trouve à environ 70 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Grue. Cette galaxie a notamment été photographiée par l'instrument MUSE du Very Large Telescope de l'ESO pour étudier l'effet d'un trou noir actif sur la formation d'étoiles dans une galaxie. En effet, le trou noir central de NGC 7582 alimente un noyau actif grâce aux énormes quantités d'énergie qu'il rejette. L'étude menée sur NGC 7582 montre qu'une structure entoure le trou noir supermassif central et détourne le flux d'énergie provenant du noyau actif sous forme de vent puissant, afin de protéger le reste de la galaxie. NGC 7582 est considérée comme une galaxie active variable.
En 1998, on a observé pendant quelques mois un changement brutal et inhabituel dans son spectre de rays d'émission optique. Parmi les hypothèses pour expliquer cette variation, les astronomes avaient notamment pensé à la capture d'une étoile par le trou noir supermassif. Mais aujourd'hui, on pense qu'il s'agit de matériaux moléculaires en orbite autour du centre actif, qui l'occultent périodiquement, ce qui donne ces variations. NGC 7582 serait aussi une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, avec un fort sursaut qui se serait produit il y a 6 millions d'années, et un autre il y a 1 milliard d'années. NGC 7582 fait partie du quartet de la Grue, avec 3 autres galaxies, NGC 7599, NGC 7590 et NGC 7552. Nous sommes maintenant dans la constellation de Persée. Tu as devant toi la galaxie lenticulaire barrée, NGC 1023, qui a été découverte en 1786 par William Herschel. C'est l'une des plus brillantes galaxies que l'on peut admirer un peu à l'écart de la Voie lactée. Son diamètre est d'environ 60 000 années-lumière et elle contient au centre un trou noir supermassif de 44 millions de masses solaires environ. Elle est assez petite, donc difficile à voir depuis la Terre. Pour cela, il te faudrait un petit télescope, un ciel clair, sans pollution, et un moment où la Lune est peu brillante ou éloignée. Le groupe de NGC 1023 compte au moins 19 galaxies réparties dans les constellations de Persée, d'Andromède et du Triangle. La plupart de ces galaxies sont soit des galaxies spirales de petite taille, soit des galaxies naines. Par exemple, la galaxie spirale NGC 891 est la plus grande galaxie du groupe de NGC 1023, avec un diamètre de 131 000 années-lumière. Cette galaxie de la constellation d'Andromède est vue par la tranche, et elle est surtout connue des astronomes pour avoir été le siège de l'une des supernovas les plus brillantes jamais observées, SN 1986J. Cette supernova, découverte le 21 août 1986, avait atteint une magnitude apparente de 14. L'amas de la Vierge est situé au centre du superamas local. C'est le plus grand groupe de galaxies dans un rayon de 100 millions d'années-lumière, selon les astronomes. En effet, cet amas regrouperait entre 1300 et 2000 galaxies, dont 150 grandes galaxies et une grande majorité de galaxies naines. Le diamètre de l'amas de la Vierge est de 15 millions d'années-lumière. Même le groupe local est moins étendu que l'amas de la Vierge. Il est d'ailleurs attiré gravitationnellement par lui. L'amas de la Vierge s'organise autour de 3 principaux sous-amas formés par les galaxies M87, M86 et M49. M87 est la plus grande galaxie de l'amas, avec un diamètre de 120 000 années-lumière. Cette galaxie elliptique géante contient plus de 10 milliards d'étoiles, un trou noir supermassif de 6,5 milliards de masses solaires et plus de 10 000 amas globulaires. M87 regroupe autour d'elle de nombreuses galaxies satellites, dont M98, M99, M100 ou encore la paire de galaxies, appelée Galaxie des yeux. Quant à la galaxie elliptique M86, elle a la particularité de se rapprocher de la Voie lactée à grande vitesse. En fait, c'est la deuxième galaxie qui se rapproche le plus rapidement de la Voie lactée, après M90, à une vitesse de 227 km par seconde, selon la base de données NED. Elle contiendrait en plus près de 3800 amas globulaires.
Enfin, la troisième galaxie elliptique majeure de l'amas de la Vierge est M49. Elle est plus petite que M87, mais reste assez grande, avec un diamètre de 124 000 années-lumière. Loin du centre de l'amas, c'est pourtant la galaxie la plus brillante, et donc la première galaxie à avoir été découverte dans l'amas de la Vierge. Et pour cause, elle contient environ 200 milliards d'étoiles et 6300 amas globulaires. Le groupe de M49 contient plus de 120 galaxies dans les constellations de la Vierge et de la chevelure de Bérénice, dont la galaxie elliptique M60 qui pourrait, selon les astronomes, constituer à elle seule un quatrième sous-amas. Dans la constellation de la Grande Ourse, sur le flanc de l'amas de la Vierge, on trouve un groupe de galaxies que l'on appelle l'amas de la Grande Ourse ou groupe de la Grande Ourse. Sa luminosité est de 30% celle de l'amas de la Vierge et sa masse seulement 5%. Cet amas forme un ruban de galaxies dans l'hémisphère nord, dont la plupart sont des galaxies spirales. L'amas de la Grande Ourse serait constitué de deux groupes principaux. Ursa Major Nord regroupe la plupart des grandes galaxies de l'amas, situées au-dessus de 50 degrés nord. Cette limite reste assez arbitraire. Les trois galaxies les plus brillantes du groupe de la Grande Ourse Nord sont NGC 3631, NGC 3953, NGC 4088 et M109. Mais ce ne sont pas les seules galaxies brillantes du groupe. On compte 32 galaxies d'un diamètre supérieur à 30 000 années-lumière dans ce groupe. Le deuxième groupe de l'amas de la Grande Ourse est Ursa Major Sud. Schématiquement, ce groupe désigne donc les galaxies situées au sud de 50 degrés. Les trois galaxies les plus brillantes du groupe de la Grande Ourse Sud sont NGC 3675, NGC 3726 et NGC 3938. Les groupes de la Vierge 2 sont de longs filaments de galaxies qui s'étirent vers le sud depuis le bord de l'amas de la Vierge. En fait, c'est un peu comme une extension de ce gigantesque amas de galaxies. Les groupes de la Vierge 2 commencent au niveau des groupes de M61 et de NGC 4753 qui forment la limite sud de l'amas de la Vierge. Ensuite, le filament de galaxies passe par le groupe de NGC 4697 et par le groupe de NGC 4699. Il se termine 30 millions d'années-lumière plus loin, avec un groupe de galaxies qui est centré sur NGC 5084, une immense galaxie lenticulaire vue par la tranche. M61 est l'une des galaxies les plus remarquables de ce long filament de galaxies. Située sur le bord sud de l'amas de la Vierge, cette galaxie spirale, vue de face, a été découverte par l'astronome italien Barnaba Oriani en 1779 et observée le même jour par Messier, qui l'a d'abord confondue avec une comète. C'est l'une des plus vastes galaxies de l'amas de la Vierge. C'est aussi une galaxie à sursaut de formation d'étoiles. 8 supernovae ont été découvertes à ce jour dans cette galaxie, dont la dernière en mai 2020. Le groupe de M61 compte au moins 32 galaxies. NGC 5084 est également une galaxie remarquable des groupes de la Vierge 2. Cette galaxie lenticulaire a un diamètre d'entre 250 et 300 millions d'années-lumière, elle est donc gigantesque. C'est d'ailleurs l'une des galaxies les plus massives du superamas de la Vierge. Sa masse équivaut à plus de 10 fois celle de notre propre galaxie, la Voie lactée.
Les groupes de la Vierge 3 forment une longue chaîne de groupes de galaxies sur la gauche de l'amas de la Vierge. Elle s'étend sur plus de 40 millions d'années-lumière. Pourquoi une telle distance ? Il semblerait que l'attraction gravitationnelle de l'amas de la Vierge ait contribué à l'étirement de cette chaîne de groupes de galaxies. Les astronomes ont estimé que l'amas de la Vierge 3 compterait 8 groupes de galaxies et 13 galaxies en dehors de ces groupes. Parmi les galaxies des groupes de la Vierge 3, on trouve la galaxie spirale NGC 5248, qui est l'une des plus brillantes dans sa région et la plus brillante d'un petit groupe de galaxies. Elle a une particularité qui a pu être observée grâce aux observations du télescope spatial Hubble. Autour de son noyau se trouvent non pas un, mais 2 disques de formation d'étoiles. On trouve aussi NGC 5364, une galaxie spirale avec de très longs bras spiraux. Cette particularité lui permet d'être classée comme une galaxie spirale de grand style, un titre que mérite seulement un 10e des galaxies spirales. Cette galaxie est magnifique à regarder, même si ses bras spiraux sont légèrement asymétriques et déformés, certainement à cause d'interactions avec une galaxie voisine proche. Continuons notre exploration du superamas de la Vierge avec la galaxie elliptique NGC 4697, située dans la constellation de la Vierge, à quelques 40 millions d'années-lumière de la Terre. NGC 4697 est une galaxie active avec un noyau de faible luminosité. Elle contiendrait un trou noir supermassif d'environ 170 millions de masses solaires, d'après une étude de 2008. Elle abrite aussi de nombreuses sources de rayons X et elle est entourée d'un halo de gaz chaud. Ces caractéristiques laissent à penser que cette galaxie a connu un passé agité, avec des supernovae, des trous noirs et des étoiles à neutrons appartenant à des systèmes stellaires binaires, autant d'éléments qui pourraient être à l'origine de sources de rayons X. D'ailleurs, un grand nombre de binaires à rayons X ont été découvertes dans les amas globulaires de la galaxie. En plus, comme les trous noirs et les étoiles à neutrons sont les étapes ultimes de la vie d'une étoile massive, les astronomes pensent que cette galaxie a abrité, par le passé, de nombreuses étoiles massives. Le groupe de NGC 4697 compte au moins 19 galaxies, dont la galaxie spirale barrée NGC 4731, qui mesure plus de 80 000 années-lumière de diamètre. Dans ces bras spiraux, on retrouve un grand nombre d'amas de jeunes étoiles bleues. Tu peux noter que ces bras spiraux sont déformés. Cela est dû à l'interaction avec une galaxie elliptique géante du nom de NGC 4697. Dans le groupe de NGC 4697, tu peux aussi observer une petite galaxie spirale du nom de NGC 4775, qui a elle aussi des bras spiraux déformés, en plus d'un noyau décentré, et les galaxies spirales barrées NGC 4941 et NGC 4948. Dans la constellation des chiens de chasse, tu peux voir une vaste galaxie spirale dont le noyau est entouré d'un disque de formation d'étoiles. Il s'agit de NGC 5033. Cette magnifique galaxie aurait une forme parfaite si elle n'avait pas croisé une autre galaxie au cours de son histoire, ce qui a légèrement déformé ses bras spiraux. Son noyau galactique actif de type Seyfert est particulièrement brillant et abrite certainement un trou noir supermassif qui absorbe de grandes quantités de matière. La brillance serait alors due au gaz chaud dans l'environnement de ce trou noir. Les observations de cette galaxie
ont montré que l'emplacement du noyau actif ne correspond pas avec le centre cinématique de la galaxie, c'est-à-dire le point autour duquel tournent les étoiles de la galaxie. Cela voudrait dire que la galaxie a certainement subi une fusion. Ce déplacement est certainement la cause première de la brillance du noyau. En effet, le décalage entre le noyau et le centre cinématique peut déstabiliser la rotation du gaz au centre de la galaxie, ce qui peut faire tomber le gaz dans le noyau. Le gaz est alors comprimé par les énormes forces gravitationnelles du centre du noyau et devient chaud. NGC 5033 forme une paire avec une autre galaxie, appelée NGC 5005. Cependant, elles ne sont pas assez proches l'une de l'autre pour que l'interaction gravitationnelle provoque des forces de marée et déforme les galaxies. L'interaction gravitationnelle entre ces deux galaxies reste assez faible. En tout cas, on sait que NGC 5033 fait partie du groupe de NGC 5005 avec d'autres galaxies. Les astronomes ne sont pas d'accord sur le nombre de galaxies de ce groupe, mais il pourrait y avoir entre 4 et 16 membres. Nous allons continuer ce voyage palpitant au cœur du superamas de la Vierge, avec l'exploration du nuage des chiens de chasse. On l'appelle aussi groupe des chiens 1, groupe Canes 1 ou groupe de M94. Cet amas de galaxies s'étend sur les constellations des chiens de chasse et de la chevelure de Bérénice. Il ne contient pas beaucoup de galaxies remarquables. Ce n'est donc que très récemment que l'on a pu distinguer ce groupe des nombreuses autres galaxies d'arrière-plan de cette région du ciel. En fait, il contient surtout des galaxies naines de taille moyenne, d'un diamètre pouvant aller de 5 à 25 000 années-lumière. La plus grande galaxie du groupe Canes 1 est la galaxie spirale NGC 4244, avec un diamètre de 65 000 années-lumière. Cette galaxie est vue par la tranche. La galaxie spirale NGC 4395, quant à elle, est un bon exemple de galaxie de Seyfert, avec un noyau très brillant et des bras spiraux peu lumineux. Elle reste cependant très faible et donc difficile à observer. Tu pourras également observer dans le groupe des chiens 1 la galaxie NGC 4214, une petite galaxie irrégulière de formation d'étoiles riche en hydrogène qui intéresse les astronomes, car elle contient des étoiles à différents stades de formation. Les observations de cette galaxie ont ainsi montré des motifs complexes d'hydrogène incandescent qui se sont formés pendant le processus de naissance des étoiles, mais aussi des amas d'étoiles supergéantes rouges, beaucoup plus anciennes. Avant de continuer notre voyage, arrêtons-nous tout de même sur la galaxie spirale M94, qui a donné son nom au groupe des chiens 1, aussi appelé groupe de M94. Elle se trouve à l'extrémité de l'amas et son diamètre est de 30 000 années-lumière. C'est une galaxie à sursaut de formation d'étoiles qui est magnifique à observer. Eh oui, non seulement elle est vue de face, mais en plus, elle arbore un bel anneau de brillantes étoiles bleues et des bras spiraux bien définis. En tout cas, les astronomes ne sont pas encore lassés de l'observer et ils sont actuellement en train d'essayer de percer les mystères de ces flambées d'étoiles. Le nuage des chiens de chasse ne doit pas être confondu avec le groupe des chiens 2 ou groupe Canes 2 qui se trouve derrière lui. Toujours dans la constellation des chiens de chasse, cet amas de galaxies contient une galaxie remarquable, la galaxie M106. Découverte par Pierre Méchain en 1781, elle n'a été ajoutée au catalogue de Messier qu'en 1947. Et pourtant,
cette galaxie est particulièrement grande et brillante. En effet, elle a un diamètre de 130 000 années-lumière, soit plus que notre Voie lactée. Sa morphologie est peu courante. On voit bien 2 bras spiraux se détacher du reste de la galaxie, qui est lui peu clair. Les images les plus précises de cette galaxie montrent qu'elle pourrait avoir en réalité 4 bras spiraux. On ne sait cependant pas si ces 2 bras supplémentaires sont formés d'étoiles ou simplement de gaz. Sur ces mêmes images, on peut observer d'impressionnants jets de matière de part et d'autre du noyau, ce qui indique que la galaxie M106 est une galaxie de Seyfert à noyau actif et qu'elle contient en son centre un trou noir supermassif et particulièrement actif. La galaxie NGC 4217, souvent présentée comme une galaxie compagnon de M106, apparaît plus petite, mais elle a en réalité des dimensions équivalentes. Elle est simplement moins proche de nous que M106. Il n'est cependant pas certain qu'elle soit vraiment compagnon de M106, ni même qu'elle appartienne au groupe Canes 2, car certaines mesures l'estiment à 60 millions d'années-lumière de nous, soit plus loin de M106 que celle-ci ne l'est de la Voie lactée. Nous sommes maintenant dans la constellation du Lion. Tu as devant toi le groupe du Lion 1, qui est constitué de 3 sous-groupes. À droite, le sous-groupe de M96. À gauche, le groupe de M66. Et au milieu, la galaxie NGC 3489. Le groupe de M96 comprend notamment M96 et M95, 2 galaxies spirales barrées, et NGC 3377, une galaxie elliptique. Toutes 3 sont particulièrement brillantes. M96 et M95 ont été découvertes toutes les 2 le même soir, le 20 mars 1781, par Pierre Méchain. Elles sont légèrement plus petites que notre Voie lactée. Toutes 2 présentent un disque de formation d'étoiles internes, proche du noyau, dont les astronomes cherchent à percer les secrets, notamment les liens entre ces disques et le trou noir central et les bras spiraux. Observons maintenant le groupe de M66. Il est aussi appelé le triplet du Lion. Il regroupe les galaxies M65, M66 et NGC 3628. Leur magnitude les rendent facilement observables, surtout M65 et M66, qui sont souvent photographiés ensemble, ce qui fait du triplet du Lion le plus beau groupe de galaxies de la constellation du Lion. M65 est une galaxie spirale et M66 une spirale barrée. Quant à NGC 3628, c'est une magnifique galaxie spirale vue par la tranche, avec des bandes de poussière bien visibles. On peut aussi observer une traînée d'étoiles qui lui ont été arrachées par l'effet des forces gravitationnelles entre les 3 galaxies. Dans le passé, les interactions entre NGC 3628 et M66 ont d'ailleurs fortement affecté la morphologie de M66, qui possède désormais un bras spiral plus allongé et un halo plus diffus. La galaxie NGC 3489 est située dans le groupe du Lion 1, entre les 2 sous-groupes de M96 et de M66. Cette galaxie lenticulaire intéresse les astronomes pour ses caractéristiques hybrides. Elle possède un bulbe galactique proéminent et un disque central visible, comme les galaxies spirales, mais elle n'a pas de bras spiraux. Elle emprunte aussi des caractéristiques aux galaxies elliptiques, à savoir peu de formations stellaires en cours et des étoiles âgées de plus d'1 milliard d'années. C'est, comme de nombreuses galaxies du superamas de la Vierge, une galaxie de Seyfert avec un noyau extrêmement brillant et un trou noir central qui dévore la matière qui s'en approche.
Le rayonnement de son noyau galactique actif est cependant plus faible que la moyenne. Tu vois ce vaste rassemblement de galaxies à la droite de l'amas de la Vierge? Il s'agit des groupes du Lion 2. Ces groupes de galaxies se situent derrière le groupe du Lion 1 et sont étalés sur 30 millions d'années-lumière. La galaxie elliptique NGC 3607 est la plus brillante du groupe du Lion 2. Parmi les autres galaxies les plus brillantes de cette zone du ciel, tu trouveras aussi NGC 3169, une galaxie spirale très déformée. Tu peux l'observer dans la constellation du Sextant, juste en dessous de l'étoile Régulus de la constellation du Lion. L'interaction gravitationnelle avec sa voisine, la galaxie NGC 3166, a eu raison de sa magnifique forme spirale, et elle a maintenant l'air d'être complètement en train de se déliter. D'ailleurs, les astronomes ne seraient pas surpris si les deux galaxies fusionnaient. Dans les groupes du Lion 2, tu peux également observer une galaxie spirale de forme curieuse, NGC 3187. Elle présente en effet des bras spiraux très ouverts. Quant à la galaxie spirale NGC 3227, elle est collée à la galaxie elliptique naine NGC 3226. Elles figurent toutes deux parmi les 338 galaxies recensées dans l'Atlas des galaxies particulières de Alton Harp, sous le nom DARP 94. Selon l'astronome américain Alton Harp, elle constitue un bon exemple d'une galaxie spirale avec une compagne elliptique. Rien n'indique toutefois qu'elle soit bel et bien en interaction gravitationnelle, d'autant plus que la distance qui les sépare reste relativement grande, soit à peu près 9 millions d'années-lumière. Continuons notre route vers l'amas du Fourneau. Mais avant cela, arrêtons-nous un instant sur une galaxie remarquable appelée NGC 2997. Cette galaxie spirale de grand style est située dans la constellation de la Machine pneumatique, une constellation dont tu n'as peut-être pas souvent entendu parler, puisqu'elle est située dans l'hémisphère sud et relativement peu lumineuse. NGC 2997 a été découverte par William Herschel en 1793. Elle se trouve à environ 55 millions d'années-lumière de nous, mais elle s'éloigne de nous à environ 1100 km par seconde. Cette galaxie est particulièrement remarquable pour son noyau, entouré d'un chapelet de nuages géants d'hydrogène chaud ionisé. Le groupe de NGC 2997 comprend une quinzaine de galaxies, dont plusieurs galaxies irrégulières magellaniques. Avant d'arriver à l'amas du Fourneau, le groupe de la Dorade vaut également le détour. On parle de groupe, mais il s'agit plus probablement d'un amas de galaxies du fait de sa taille. Le groupe de la Dorade comprend des galaxies spirales et elliptiques. Il s'organise autour de deux galaxies en interaction, la galaxie elliptique NGC 1549 et la galaxie lenticulaire NGC 1553. Ce sont les deux galaxies les plus brillantes après la galaxie spirale NGC 1566, considérée comme la galaxie dominante de ce groupe. NGC 1566 et NGC 1553 sont des galaxies à disques, ce qui est le type de galaxie dominant dans le groupe de la Dorade. Les astronomes considèrent ainsi que ce groupe est encore plus riche que le groupe local. Nous sommes maintenant devant l'amas du Fourneau, le seul autre amas à moins de 100 millions d'années-lumière de nous, presque aussi riche que l'amas de la Vierge, bien qu'il reste un peu plus petit que celui-ci.
L'amas du Fourneau intéresse particulièrement les astronomes amateurs pour son cœur compact de galaxies réparties sur seulement 2 degrés du ciel. Les 2 galaxies dominantes de l'amas du Fourneau sont NGC 1316 et NGC 1365. Elles sont plus grandes que n'importe quelle galaxie de l'amas de la Vierge. NGC 1316 est une galaxie lenticulaire massive qui aurait, d'après les observations, absorbé une galaxie spirale il y a environ 3 milliards d'années. Cela n'a vraisemblablement pas été la seule galaxie à se faire cannibaliser par NGC 1316. Non loin de cette galaxie se trouve une galaxie spirale du nom de NGC 1317 qui pourrait connaître le même sort. NGC 1316 est aussi une puissante radiosource, connue des radioastronomes sous le nom de Fornax A. C'est la plus importante source d'ondes radio dans la constellation du Fourneau et la 4e source radio la plus intense du ciel. Ces ondes radio proviennent de la chute de matière à l'intérieur du trou noir supermassif du centre de la galaxie, probablement alimenté par les interactions avec d'autres galaxies. NGC 1365 est la galaxie la plus connue de l'amas du Fourneau. C'est une magnifique galaxie spirale barrée de grand style. Découverte en 1826 par l'astronome écossais James Dunlop, elle se situe dans la constellation australe du Fourneau et est étudiée par de nombreux télescopes. Sa couleur bleutée est due à un taux très élevé de formation d'étoiles. Ce taux peut s'expliquer par la présence d'une barre qui relie les 2 bras spiraux et comprime le gaz présent dans la galaxie, ce qui déclenche la naissance de multiples étoiles. L'amas de l'Éridan est un autre amas de galaxies remarquables de l'hémisphère sud. On l'appelle parfois l'amas du Fourneau 2. En effet, il est très proche de l'amas du Fourneau, soit à une distance d'environ 20 millions d'années-lumière. L'amas de l'Éridan est plus éloigné de nous que l'amas du Fourneau. Il est donc à environ 75 millions d'années-lumière de nous. Parfois, on regroupe ces 2 amas et les galaxies environnantes sous le terme de superamas du Fourneau ou superamas du Grand Sud. L'amas de l'Éridan contient environ 200 galaxies. Ces galaxies sont éparpillées sur une plus grande surface que dans l'amas du Fourneau. Il est donc moins impressionnant que son voisin. On peut distinguer 2 sous-groupes, l'un au sud autour de NGC 1395 et l'un au nord autour de NGC 1407. NGC 1407 est une vaste galaxie elliptique, plus grande que la Voie lactée, avec un diamètre d'environ 243 000 années-lumière. Son groupe contient au moins 9 galaxies. NGC 1395 est aussi une vaste galaxie elliptique, un peu plus grande puisque son diamètre est estimé à environ 264 000 années-lumière. Le groupe de NGC 1395 contient au moins 32 galaxies. Nous ne pouvons pas quitter l'amas de l'Éridan sans jeter un petit coup d'œil à NGC 1232, l'une des plus belles galaxies de cet amas, avec ses bras spiraux bien définis. Cette galaxie spirale de grand style a un diamètre d'environ 145 000 années-lumière et on trouve des millions d'étoiles brillantes dans ses bras spiraux qui côtoient des poussières sombres pour le plus grand plaisir de nos yeux. Nous avons fait le tour du superamas de la Vierge. Ce voyage t'aura permis d'avoir un aperçu de tous les types de galaxies qui existent dans l'univers observable, avec des galaxies spirales presque parfaites et des galaxies spirales déformées par les mouvements de l'univers. Des galaxies géantes et des galaxies naines, des galaxies actives et des galaxies où ne se forme plus aucune étoile.
Mais sache que le superamas de la Vierge ne restera pas figé ainsi pendant longtemps. Même si l'univers bouge lentement, il bouge quand même. Le superamas de la Vierge lui-même est constamment en train de changer. Il est attiré par le grand attracteur, une anomalie gravitationnelle située près de l'amas de la Règle. Mais qu'est-ce que ce grand attracteur exactement ? La découverte du grand attracteur remonte à 1977. L'astronome américaine Vera Rubin et ses collègues de l'Institut de Washington découvrent que la Voie lactée se déplace plus rapidement que l'expansion de l'univers. Les astronomes émettent ainsi l'hypothèse qu'il existe une force avec un effet gravitationnel sur la Voie lactée, sans savoir exactement de quoi il s'agit. Une équipe constituée de 7 chercheurs de l'Institut d'astronomie de Cambridge et de l'Institut de Washington est alors constituée pour se pencher sur la question. Pour la petite histoire, cette équipe était surnommée les 7 samouraïs. Pour percer le mystère de cette force gravitationnelle non identifiée, les chercheurs ont mesuré la vitesse propre d'un grand nombre de galaxies, afin de déterminer dans quel sens se déplace la Voie lactée et le groupe local. 400 galaxies elliptiques de la région du Centaure ont ainsi été étudiées pendant 5 ans. En 1986, les chercheurs de cette petite équipe découvrent que le groupe local, mais aussi le superamas de la Vierge, se dirige à une vitesse d'environ 625 km par seconde, vers un point qu'ils ont surnommé le Grand Attracteur. Ce point est situé au-delà du superamas de l'Hydre Centaure, en direction de la Croix du Sud, à environ 150 millions d'années-lumière. Les scientifiques ont calculé que la force gravitationnelle de ce mystérieux attracteur équivaut à celle d'un superamas, soit plus de 10 000 fois la Voie lactée. Et pourtant, aucune masse visible n'a été identifiée. Voici une anecdote qui va te faire froid dans le dos. Le pendule de Foucault, installé au Panthéon à Paris, s'oriente dans cette même direction, sans que l'on sache pourquoi. Fait encore plus mystérieux. Dans la région du Grand Attracteur, la vitesse propre des galaxies est celle de l'expansion de l'univers. Et une fois passé ce point fictif, les galaxies ont une vitesse inférieure à celle de l'expansion de l'univers. Et certaines présentent un décalage vers le bleu. Mais la présence du Grand Attracteur ne peut pas à elle seule expliquer ces variations de vitesse. En effet, d'autres chercheurs ont mesuré les vitesses radiales de galaxies des amas de Persée et des Poissons, situés plus loin du Grand Attracteur que la Voie lactée. Et il apparaît qu'ils sont attirés plus rapidement vers le Grand Attracteur que notre galaxie, ou même que les amas du Centaure ou de l'Hydre, situés plus près de ce point fictif. Les chercheurs ont avancé plusieurs types d'hypothèses, notamment la présence d'un autre grand attracteur ou l'imprécision des mesures des vitesses radiales à cause de l'incertitude liée à la luminosité des galaxies. En 2016, après 30 ans de recherche, les chercheurs ont mis en évidence l'existence de grandes structures extragalactiques pouvant expliquer l'attraction gravitationnelle des galaxies vers le grand attracteur, sans pour autant résoudre totalement le mystère. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage dans le superamas de la Vierge. Mais nous n'en avons pas fini avec l'exploration de l'univers. Le superamas de la Vierge fait partie d'un ensemble plus vaste, appelé l'Aniakea. Et l'Aniakea n'est lui-même que l'un des 6 millions de superamas qui existent dans l'univers observable. Il y a donc encore du chemin à parcourir avant de comprendre tous les mystères de notre univers et de son organisation. En attendant d'en avoir percé tous les secrets, on peut s'émerveiller de la beauté des galaxies et des étoiles.
ainsi que de leur disposition dans le ciel, qu'elles soient dues ou non au hasard.